là, aujourd'hui, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va monter à la tour par ici, mais avant, pour ne pas faire un aller-retour tout à l'heure, on va aller voir ici un très beau vestige qui a été remis à jour il n'y a pas longtemps du tout, d'un four à chaux. Parce que pour fabriquer des tours, il faut de la chaux pour faire le mortier. Pour faire la chaux, il faut fondre du calcaire dans un four, et les fours, on les fait dans certains endroits. Ici, on en a fait un, il est visible, c'est pas loin du tout, on va faire un bateau également, on portait la chaux pour la construction des autres tours, peut-être d'autres tours dans le coin, puisque je ne connais pas d'autres fours à chaux près des tours génois, d'autres tours génois. Je ne le connais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas connaissance. En tout cas, celui-ci, il est très beau. Par contre, on dirait pas... On revient en arrière, et ce matin, je vous ai parlé de Bonifacio. Bonifacio, c'est extrêmement intéressant, l'histoire même de Bonifacio, puisqu'elle symbolise à elle seule toute l'histoire donc de la présence génoise en Corse, et petit à petit, voilà. Alors, avant Gênes, il y avait Pise. Pise qui est une très grande puissance, très grande puissance, la Toscane. Un premier donc comte de Toscane, Boniface. Boniface fonde Bonifacio dans les années 800, hein, à peu près. Hein, un comte de Toscane qui vient pour combattre les musulmans. Les musulmans, quels musulmans? Ben oui, si. Les musulmans, l'islam naît dans les années 600, hein, avec une population qui sont... Donc, qu'on dit les musulmans, mais c'est pour simplifier, donc des populations arabes pour la plupart, mais aussi turcs hein, qui viennent de plus loin, voilà, un peu partout. Donc voilà, ce monde-là, il domine sur la mer, ce sont les Sarrasins, les Maures qui sont là et qui font régner la terreur dans toute la Méditerranée et aussi en Corse. Bien pour combattre, et ils font la ville de Bonifacio, hein, donc en l'an 800, avec l'appui donc petit à petit de Pise. Pise s'installe et commence à exercer son influence en Méditerranée et en Corse en particulier. Une autre grande puissance qui est beaucoup plus au nord, c'est Gênes, bien entendu. Gênes qui est une très grande puissance économique et militaire et qui commence à s'opposer fortement à Pise. Donc à Bonifacio, c'est extrêmement flagrant, c'est-à-dire qu'un jour, dans l'année 1190, les Pisans sont jetés dehors par les Génois arrivent, ils prennent les Corses, ils les mettent dehors, les Pisans, ils les mettent dehors, ils installent des garnisons génoises dans toutes les maisons de Bonifacio. On vide Bonifacio de ses habitants, hein. C'est un changement, c'est une substitution de population, c'est une folie. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe en 1190, bien avant que Gênes ait la totale maîtrise de la Corse. Donc les conflits continuent, hein, donc Bonifacio est la première ville génoise, je dirais, à devenir génoise, et petit à petit, donc Pise et Gênes s'affrontent sur la mer, s'affrontent sur la terre, etc. Une grande bataille, 1284, la bataille de la Meloria, donc au large de l'île d'Elbe, qui consacre la victoire totale de Gênes sur Pise. Et Pise s'en va, perd toute son influence sur la Corse, d'accord. Pise, il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui a amené Pise en Corse? Les églises romanes. Hein, des ponts, etc. Beaucoup de connaissances, surtout les églises. Toutes les églises romanes sont avec des architectes et pisans, avec donc voilà, un christianisme donc, du 10e, 11e, 12e siècle. Hein, donc une très belle chapelle, par exemple, à Montilate, à Figari, qu'il faut absolument que vous allez visiter qui est magnifique. Habituellement, ici, je fais une reconnaissance botanique. Là, je vais vous épargner tout ça. Il y a de la bruyère, il y a du chêne vert, il y a des épines qu'on appelle le calicotome, mais bon, on passe dessus, hein. On fera ça une autre fois. Le lentisque, la bruyère. Voilà. Alors, siècle, hein, les Génois vont rester de 1284 jusqu'en 1755, date à laquelle on va changer et ça va être la Corse indépendante. C'est-à-dire c'est une période qui n'est ni sous la domination de Gênes, ni sous la domination française, qui arrivera en 1769. Ça aurait été court. 1284, la bataille de la Méloria. Ah ben voilà, il y en a qui écoutent quand même, hein. C'est très bien. Bravo. Donc la bataille de la Méloria, Gênes et a les pleins pouvoirs sur la Corse, c'est-à-dire qu'elle a vaincu Pise et donc elle est maîtresse donc de cette occupation de la Corse, je dirais, d'accord. Mais en face de Gênes, il y a aussi une résistance intérieure de la part de la population corse qui s'organise autour de ces seigneurs. C'est une forme de féodalité qui n'est pas la même que la féodalité qu'on a connue en France, par exemple en Europe. C'est pas la même, mais c'est une sorte de féodalité quand même. Il n'y a pas ici de serfs et de choses comme ça, mais par contre il y a des seigneurs.
les seigneurs, dont le fameux donc, Boniface, qui a des enfants et des petits-enfants et toute une lignée qu'on appelle les Biancolacci, donc, et qui forment donc une lignée qu'on trouve en Alta Rocca, par exemple, autour du château de Capoul. Et un des plus grands seigneurs connus, c'est Giudice della Rocca, qui a mené la Corse pendant longtemps, qui est devenu pratiquement, qui a été nommé presque seigneur de la Corse. Donc en face donc, des Génois, une résistance organisée. La corne a été utilisée depuis très longtemps dans beaucoup de pays, mais en Corse aussi. Et on s'en est servi également dans les révolutions de Corse, justement. Il y a un gros coquillage comme ça qu'on appelait le coulombe. Le coulombe qui était le signe de ralliement. C'était une corde comme une trompette pour rallier les troupes donc, des nationaux. C'est aussi l'ancêtre du téléphone, plus ou moins. Les Génois s'installent, font face à la menace barbaresque. Donc les barbaresques que l'on appelle pour simplifier les Turcs. Ils ne viennent pas tous de Turquie, mais certains oui. Notamment le capitaine Barberousse et un de ses lieutenants, le capitaine Dragut. Les barbaresques ils viennent chercher des esclaves. Et il y a même eu une razzia dans le village de Paccioni-Tuli. Donc les barbaresques rentrent fort dans le territoire, ils vont loin, à l'intérieur, donc vous imaginez, donc il faut les bloquer à l'arrivée. Et à l'arrivée, donc, pour voir les barbaresques arriver, il faut d'abord donc contrôler la mer. Pour contrôler tout le tour, donc à partir du 15e siècle et 16e siècle surtout, des tours de guet pour commencer à contrôler le territoire. Tout le tour de la Corse, tous les 5-10 km, il y a une tour. C'est incroyable. Donc ici, nous sommes sur le domaine de Bonifacio. Bonifacio, donc il y a 6 tours. La tour de Santa Manza à Bonifacio, la tour de la Sponsalia qui est à moitié détruite mais qu'on peut voir en bateau. La tour que vous voyez, l'autre tour que vous ne voyez pas encore, celle de Saint-Cyprien qu'on a vue ce matin. Ceux qui ne l'ont pas vue, tant pis pour vous, vous n'avez qu'à y aller tout seul. Et celle-ci, c'est la tour de Pinare, ou l'Isola di Corsi, voilà. Ici, la tour de Faute, cette très belle tour qui est belle parce qu'elle a été restaurée. Voilà. Alors, dans quel état était cette tour quand on l'a retrouvée? Puisque là, on passe donc sur la période génoise. Donc, je vous ai dit, donc les Génois restent là, ici, jusqu'en 1755, date de l'indépendance de la Corse. L'indépendance de la Corse ne s'est pas faite comme ça. C'est pas un jour on a dit tiens, c'est indépendant. Non, pas du tout. L'indépendance de la Corse s'est faite progressivement au fur et à mesure des révoltes, des consouples, c'est-à-dire des rassemblements, etc. Bon, bref. Déjà en 1738, les révoltes étaient là et il y avait un commencement du gouvernement. En 1755, la Corse est complètement indépendante, avec à sa tête le général Pascal Paoli, père de la nation. Babou dea patria. Voilà, donc ici nous avons la tour telle qu'elle était au tout début. D'accord, avec un très gros trou. Et je recule, ne vous inquiétez pas, tout le monde va voir. Oui, on l'a voilà, connu comme ça. Donc ici, voilà. Et qui l'a fait le trou? Attendez. Donc tout le bas de la tour est une citerne d'eau. Une citerne d'eau, et comment on remplit cette citerne avec de l'eau? Par le toit, par la pluie. Par la pluie, bien entendu. Ensuite, le premier niveau, donc c'est un niveau qu'on appelle la salle de vie, donc je dirais pour s'asseoir, pour se reposer, etc. Ensuite, le deuxième niveau, c'est celui qui est le plus intéressant, c'est la salle donc, où on a tout ce qu'il faut, toutes les commodités, comme dans une maison. Ah bon. Donc, il y a un tuyau qui mène à la citerne d'eau où on peut balancer un seau et remonter. Et donc, on a un petit évier, on a un petit four à pain, on a un petit placard, on a une cheminée et on s'installe pour habiter dans ces tours. Donc, les tours sont habitées 365 jours par an. Les Génois sont très durs. Ça veut dire que si on manque un jour, si un jour par malheur, il y a une garnison qui vient pour vérifier, les gens sont absents, il y a des châtiments terribles. On peut être privé de sa solde, une partie ou totalement, et même il y a eu des exécutions, carrément des condamnations à mort. Il faut dire que c'est quand même très dangereux de laisser tomber un poste d'observation. Voilà, donc on habite en plein temps dans ces tours. On habite à combien? On vient de me poser la question. Dans une tour comme celle-ci, il y en est à 3 seulement, parce qu'il faut quand même vivre et cohabiter. Donc un chef
et de soldats. Bien sûr, au début, les Génois n'ont pas confiance dans les Corses. Comme je vous le dis, les Corses résistent à Gênes. Gênes est un envahisseur, hein. Attention, il ne faut pas l'oublier. Gênes est perçu vraiment comme un envahisseur. Alors, qui protège des barbaresques? Alors, entre deux mots, on choisit le moins pire, mais les Corses, ils préfèrent se débrouiller entre eux, et donc ils se confient à leurs seigneurs locaux. Les Corses, comment réagissent à tout ça? Donc ils s'organisent avec leurs seigneurs locaux. Alors les seigneurs locaux sont soit alliés avec Aragon, alors attention, hein, accrochez-vous parce que c'est compliqué. Donc sur la mer il y a donc Aragon, donc l'Espagne, hein, d'accord, qui est très présent en Sardaigne, mais qui est présent aussi un petit peu en Corse, en tout cas, son influence. D'accord. Ensuite, il y a Gênes, bien entendu, qui est la puissance occupante et qui est sur place, hein, mais qui fait des allées-venues avec des contacts avec Gênes. Et il y a aussi, je vous ai dit, la France. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc, à un moment donné, donc la France est une puissance importante qui est aussi sur la mer et qui cherche à avoir son influence. À un moment donné, et c'est très étonnant, la France a réussi à s'allier avec les Turcs contre Gênes. Les Génois ont mené une politique de développement agricole imposée. Encore une fois, il faut qu'ils s'imposent. Les Génois, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas suggérer, ils imposent. Ils imposent avec des amendes si on ne le fait pas. Donc c'est ce qu'on a appelé la politique de la cultivation. C'est-à-dire qu'on était obligé de planter des châtaigniers, des oliviers, voilà, un certain nombre. Et d'ailleurs, la Castaniche a été constituée comme ça, par une politique vraiment volontariste et autoritaire. Vous parlez donc la période de l'indépendance de la Corse, je vous demande de vous documenter dessus. Elle commence bien avant 55, hein, mais en 1755, elle est effective jusqu'en 1769, où d'autres Français, là c'est plus les mêmes, c'est plus François Ier, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est les troupes de Louis XV, en 1769, arrivent en Corse et de nouveau, malheureusement, les gens ne comprennent pas que les Corses ne faut pas les prendre comme ça, en brosse-poil. Ils arrivent avec une armée, ils s'imposent, ils tuent tout le monde. Bon, on commence mal, c'est dommage. On aurait pu faire autrement, d'autant que il ne faut pas oublier que la Révolution française arrive quelques années après seulement. Et s'il y avait eu la Révolution française était favorable à une autonomie de la Corse. Point de suspension. Nous revenons à la construction de la tour. La construction de la tour, donc je vous ai montré comment elle était au début, en 81. Donc, et petit à petit, la famille Malarogne fonde une association qui s'appelle l'ARSEC pour la sauvegarde de l'archéologie et des monuments anciens, etc. Archéologie sous-marine, archéologie terrestre, etc. Ces gens-là sont des gens admirables, monsieur et madame Malarogne, monsieur et madame Bravard et monsieur Pasquet, qui témoignent notre reconnaissance à l'île et à ses habitants. À l'occasion de nos 30 ans d'amitié, San Cipriano, Marianne et Franz Krukenberg, le 7-9-1980.